Не буду пудриться, белиться, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Не буду с милым я знакома, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Песен знаю, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. В каждой песне по три слова: дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю. Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accorder encore une fois un peu de temps pour un entretien, cette fois-ci à domicile, chez vous à Moscou. Nous avons pas mal de questions à vous poser, donc j'espère que vous êtes prêts. Premièrement, sur la question de l'Ukraine, les États-Unis ont été le principal soutien militaire et financier de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022, de l'opération spéciale, avec près de 115 milliards d'euros d'aide, majoritairement militaire, fournis sous l'administration Biden. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence en janvier 2025, aucune nouvelle enveloppe d'aide n'a été prononcée. Les aides déjà votées et engagées sous l'administration Biden devraient progressivement expirer à partir de l'été 2025, c'est-à-dire dans les prochaines semaines. Depuis l'altercation du 28 février 2025 à la Maison-Blanche entre J.D. Vance, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, quels sont les liens entre les États-Unis et l'Ukraine? Alors on peut dire que malgré tout, malgré les dernières déclarations de Trump, les liens ne sont pas très bons, pour la simple raison, c'est que de toute manière, Washington, que ce soit Trump ou que ce fût Kamala Harris, ils n'ont plus les moyens d'aider l'Ukraine, comme ils l'ont fait au début. Le complexe militaro-industriel américain est en surchauffe. Ils sont incapables de passer une production de masse comme l'a fait la Russie, comme pourrait le faire la Chine par exemple. Donc en fait, ils produisent toujours peu d'armes et ça coûte très cher. Notamment les systèmes antiaériens, ce qui est aujourd'hui le plus demandé du côté kievien. Un missile Patriot, par exemple, selon sa configuration, c'est entre 3 et 7 millions de dollars le missile, sachant que sur une cible, on tire 2 missiles. Les systèmes SAD, alors qu'ils n'ont pas été livrés à l'Ukraine, mais qui ont été livrés à Israël, par exemple, là, on est à 12 millions de dollars le missile. Donc en fait, il y a un problème fondamental du complexe militaro-industriel américain, c'est qu'il a été fait pour faire gagner de l'argent au complexe militaro-industriel. Il n'a pas été fait pour permettre de tenir une guerre de haute intensité. Il peut permettre de faire une guerre contre un pays du tiers-monde. C'était le cas les 2 fois en Irak, ça a été le cas également en Afghanistan, mais en revanche, fournir des milliers d'obus tous les jours, des milliers de systèmes antiaériens toutes les semaines pour combattre une armée qui, elle, est capable de se battre à haute intensité, le complexe militaro-industriel américain ne peut pas le faire. Donc, quoi qu'il arrive, Trump a récupéré ce boulet. Là où c'est décevant, c'est que, c'est ce que j'avais dit avant son élection, j'avais dit s'il est élu, il aura 3 mois pour liquider l'affaire, auquel cas ce ne sera pas sa défaite, puisque on pourra dire c'est la guerre de Biden, c'est la guerre de l'OTAN, c'est pas la mienne, moi je voulais pas y aller, c'était John Rambo, c'était pas ma guerre. Et donc le problème c'est que là, eh bien, il a échoué. Il n'a pas réussi à convaincre l'État profond qu'il fallait se retirer brutalement de ce conflit et laisser les Européens se débrouiller. Alors quelles conséquences? Ça va déjà, on va voir après quel armement il va proposer. Pour l'instant, aux dernières informations qu'on a aujourd'hui, puisqu'on est le 8 juillet, ce qu'on sait, c'est qu'il a proposé d'envoyer un système Patriot supplémentaire, ce qui ne changera absolument rien. Les Russes, ces derniers temps, ils balancent entre 300 et 500 vecteurs sur l'Ukraine. Donc c'est pas un système Patriot
va changer les choses, d'autant plus qu'il balance des systèmes, des drones Guéran, enfin des Shahed iraniens modernisés, qui coûtent quelques dizaines de milliers de dollars. Alors vous allez tirer des missiles à 2-3 millions de dollars là-dessus, ça n'a absolument aucun sens. Donc si c'est juste ça, en fait, bon, bah, ça n'aura aucun impact. Et après, on va voir qu'est-ce qu'il va proposer de plus. Mais bon, ce qui est clair, c'est que, comme vous l'avez dit en introduction, l'aide qui était décidée par Biden juste après sa défaite, va continuer à être fournie. Ça mènera sans doute à la fin de l'été. Et après, s'il n'y a pas de solution, petit à petit, l'armée ukrainienne va se déliter. Ça peut même être plus brutal à certains endroits, un effondrement partiel. On en observe déjà quelques-uns sur le front, où tout d'un coup, l'armée russe progresse de 10 km en 24 heures, 5-10 km en 24 heures, parce qu'en face, il n'y a plus rien. Mais ça, bon, ce sera une autre question. Et au-delà du domaine du matériel, il y a le domaine des hommes. Et ce qui manque même aujourd'hui plus à l'Ukraine que le matériel, ce sont des hommes, et des hommes qui veulent se battre. Et ni l'un ni l'autre. Donc, et ce qui fait que l'Ukraine va perdre la guerre, bon, ça, je l'ai écrit, n'importe quel observateur un peu documenté, avisé, le savait dès le 24 février 2022. Donc l'Ukraine va perdre la guerre, mais le problème c'est que Trump sera dans le camp des perdants. Et ça, je ne le dis pas ça ne me réjouit pas du tout, mais incontestablement la défaite des États-Unis face à la Russie sera la sienne. Et c'est de sa faute. Et selon vous, du coup, sans aide des États-Unis, avec l'UE comme seul sponsor, c'est fini cette année. Cette année? C'est fini cette année, ou disons au début de l'année prochaine. C'est pas... Alors, après, il faut nuancer, c'est-à-dire que si par exemple l'UE finalement trouve de l'argent et se met à acheter du matériel aux Américains, ce qui permet de faire de continuer l'aide, ça peut durer plus longtemps. Mais globalement, l'Union européenne ne peut pas remplacer les États-Unis. Donc, si jamais l'aide cesse totalement de Washington, c'est la fin. Et donc on va voir. Après, encore une fois, avec Trump, il faut regarder parce qu'il dit. C'est la réaction de Dimitri Medvedev aux dernières déclarations de Trump. C'est en gros, il fait un post sur X dans lequel il dit Trump dit qu'il est content de sa discussion avec Poutine. Le lendemain, il dit qu'il n'est pas content. Le surlendemain, il dit qu'il va arrêter d'aider l'Ukraine. Le surlendemain, il dit encore qu'il va. Donc en fait, on n'en sait rien. Et les Russes s'en moquent. C'était le sens d'ailleurs du post de Dimitri Medvedev, c'est que de toute manière, celui qui va obtenir la décision sur le conflit ukrainien, c'est le soldat russe. C'est la victoire du soldat russe sur le champ de bataille qui fera que les considérations de Donald Trump, de Zelensky, d'Emmanuel Macron, de tout cela, encore une fois, on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus, et ne pourront pas s'asseoir sur la victoire russe. Là, il y a une réalité du terrain, les Russes sont en train de gagner la guerre. Et tout le monde le sait. Et ce qui est très triste d'ailleurs, c'est que en fait, c'est le moment où il faut s'arrêter. Parce que ça n'a aucun sens de continuer la guerre. Mais on a l'impression que finalement, dans la tête des Occidentaux, ce qui se passe, c'est qu'il faut que ça continue le plus longtemps possible. Il y aura peut-être un miracle qui va se produire. On est beaucoup dans ce que j'analysais, les moments bunker, en fait. C'est-à-dire c'est des pathologies comportementales du perdant. En fait. Donc on se met à rêver à une arme magique, à une décision magique, une rupture diplomatique magique. J'avais comparé quand Roosevelt meurt le 12 avril 1945, Hitler tout d'un coup se dit c'est bon, l'Amérique va retourner ses armées contre l'URSS avec nous, contre l'ennemi commun. Ça n'arrive pas. Et là, on écoute Jean-Noël Barrot qui explique où c'est Van der Leyen qui menace quasiment la Chine d'arrêter de soutenir la Russie, comme si la Chine soutenait la Russie. Et donc tout ça, en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie, mais il y a aussi l'autre, à mon avis, aspect derrière, c'est que ce qu'il faut, c'est détruire le maximum de choses en Russie et tuer le plus possible de Russes. Même si pour tuer un Russe, il faut tuer 10 Ukrainiens, c'est pas grave, ce sera toujours un Russe de moins. Donc on est dans une espèce de ce que les Russes appellent le satanisme, faut le dire. Donc on est dans cette situation-là, et c'est très triste pour l'Ukraine, c'est triste pour la Russie évidemment, parce que les pertes, il y a tout de même des pertes qui sont pas insignifiantes, loin de là, mais pour l'Ukraine c'est une véritable catastrophe, et on peut dire que la survie de l'existence de l'Ukraine en tant qu'État aujourd'hui est
sérieusement, pas définitivement, mais sérieusement compromise, incontestablement. D'ailleurs, concernant les pertes humaines de chaque côté, avez-vous des chiffres J'ai des chiffres qui circulent de part et d'autre, mais j'ai pris la décision de ne pas m'y fier. Je pense qu'on saura exactement le nombre de pertes après la guerre. En revanche, et donc ça peut être contesté, si je vous dis que par exemple il y a eu 1 million de morts côté ukrainien, je le dis pas, hein. Vous allez me dire que c'est faux, c'est du côté russe, non c'est 1 million de morts et blessés, etc., etc. Donc tout ça n'a pas tellement de... je vais pas débattre là-dessus sur des chiffres. En revanche, il y a des choses qui sont reconnues, qui sont incontestables, c'est notamment le rapport de la puissance de feu. La puissance de feu russe est, depuis le début du conflit, en moyenne, entre 4 et 6 fois supérieure à l'armée ukrainienne. Donc forcément, il y a plus de pertes du côté ukrainien, puisque la puissance de feu russe est largement supérieure. Lorsqu'il y a des échanges de cadavres, on est dans des rapports qui vont de 1 à 6 à 1 à 30. On a vu il n'y a pas longtemps, quand les Russes ont remis les 6000 cadavres de soldats ukrainiens, du côté ukrainien, ils ont pu en trouver quelques dizaines. Donc en fait, les pertes, là aussi, c'est des chiffres qui signifient quelque chose. Le nombre de prisonniers également. Les Russes ont entre 6 à 10 fois plus de prisonniers qu'en ont les Ukrainiens. Alors il y a au fait aussi, on a les témoignages maintenant des prisonniers russes qui rentrent, c'est que beaucoup sont abattus sur place. Il n'y a aucun respect des conventions de Genève, des droits de la guerre de la part de l'armée otano-kievienne, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'armée russe avance plus, elle fait plus de prisonniers. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'Ukraine a infiniment plus de pertes que la Russie, avec une population qui est 4 fois moins nombreuse en fait. Si en plus on rajoute à la Russie la population des territoires libérés. Donc en fait, donc ça veut dire que les pertes, l'armée ukrainienne vit sur finalement ce qui lui reste d'hommes. Là, la question se pose. Il y a aussi un autre aspect que je voudrais évoquer. En l'été 2022, donc au début du conflit, le ministre de la Défense ukrainien de l'époque, Reznikov, annonce qu'il est à la tête d'une armée d'1 million d'hommes. Il l'annonce d'ailleurs, je crois, notamment sur BFM TV ou sur LCI. Donc c'est le ministre de la Défense ukrainien. Et aujourd'hui, on nous explique que en fait, il y en a 400 000. Et sachant qu'aucun mobilisé n'a été relevé. Donc où sont passés les 600 000 ? Comment ça se fait qu'ils sont... Alors on sait qu'il y a beaucoup de déserteurs. Ça aussi, c'est les chiffres officiels du département de la justice ukrainien. Il y a 100 000 déserteurs depuis le début de l'année, ce qui est énorme pour une armée de quelques centaines de milliers de soldats. Donc s'il y avait une armée d'1 million d'hommes en été 2022, que sont-ils devenus ? Donc ça, c'est des contradictions. La Russie, elle, n'a pas besoin de mobiliser. L'Ukraine est en mobilisation permanente. D'ailleurs, on voit sur les réseaux sociaux les sergents recruteurs de Zelensky en train de se jeter sur les gens dans les rues pour essayer de les capturer, de les envoyer sur le front sans aucune formation. C'est absolument ignoble. Et alors que du côté russe, on a mobilisé une fois en novembre, et depuis, c'est des volontaires. Et l'armée russe, ça aussi c'est reconnu, y compris dans la presse américaine, l'armée russe augmente ses effectifs petit à petit. C'est-à-dire que le recrutement, non seulement comble les pertes, mais permet d'augmenter les effectifs. Et ce qui explique qu'on a une armée russe qui progresse, qui fait la pression sur toute la ligne de front et qui progresse de temps en temps, alors qu'en face, ils n'arrivent pas à fournir des réserves suffisantes. Alors que quand on regarde un peu la configuration du terrain, les Russes en fait sont une espèce de mâchoire. Donc c'est beaucoup plus difficile pour les Russes de répartir leurs réserves, parce que si par exemple ici ça se calme, mais qu'il faut intervenir là, il faut carrément faire le tour. Les Ukrainiens, eux, ils sont au centre de la mâchoire, donc ils peuvent facilement envoyer leurs réserves. Et malgré cette facilité que leur donne la configuration de la ligne de front, ils n'y arrivent pas. Et ils se font enfoncer à tous les endroits. Donc ce qu'on peut dire, encore une fois, par rapport aux pertes, c'est que les pertes ukrainiennes sont infiniment supérieures aux pertes russes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que la survie de l'État ukrainien se pose, la question de la survie, parce que donc il va y avoir toute une classe d'âge qui va disparaître. Les 18-24 ans, pour l'instant, ne sont pas mobilisés, mais ils pourraient très bien l'être. Et dans ce cas, c'est la fin de l'Ukraine. Et de toute manière, même s'ils sont mobilisés, il y en a beaucoup déjà qui sont partis, qui essaient de franchir la frontière. Tant que vous n'avez pas 24 ans, vous pouvez essayer de traverser pour aller vers la Roumanie. Essentiellement, c'est par là.
C'est par là qu'il passe. Et ça aussi, ça va avoir une influence considérable. Ça m'a rappelé, en fait, dans les années 1860, vous avez eu un conflit en Amérique centrale qui s'appelait la guerre de la Triple Alliance. Et donc le Paraguay s'est opposé, notamment, je crois, au Brésil, à une coalition brésilienne, uruguayenne, je crois. Enfin, je me souviens plus exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Paraguay a tenu 2-3 ans, et après s'est complètement effondré et ne s'en est jamais remis. Parce que la classe d'âge, il y avait un homme pour 4 femmes. Donc à moins de restaurer la polygamie. Et en fait, ça détruit la nation paraguayenne qui ne s'en est toujours pas remis un siècle après. Plus d'un siècle après. Donc ça, je pense que l'Ukraine sera dans une configuration semblable. Et ce qui fait qu'on se rende compte du cynisme des Européens, parce qu'ils le voient bien. Il y a ça, il y a d'autres aspects que j'ai évoqués, on pourra revenir dessus, mais c'est que quand la guerre sera terminée, les frontières vont se rouvrir, il va y avoir une vague d'émigration, les gens vont quitter l'Ukraine, qui sera un pays extrêmement pauvre, des blessés, des gens traumatisés vont immigrer vers l'Europe, l'Europe va devoir gérer un flux migratoire monstrueux, avec des gens qui ont fait la guerre pendant 3-4 ans, peut-être 5 ans, et qui ne seront pas pris en charge par un système médical, ça va être l'horreur, la véritable horreur, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe. Pour l'Europe, le reste du continent, parce que il y aura aucun, comme d'habitude avec les vagues de migrants, il n'y aura aucun filtre. Et ça va être des faits divers toute l'année, incontestablement. Et concernant les accords miniers entre les Washington et Kiev du 30 avril 2025, les deux pays ont signé un accord cadre bilatéral établissant un fonds d'investissement conjoint pour la reconstruction et l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes, incluant les minerais stratégiques, les terres rares, titane, lithium, etc., et également le pétrole et le gaz. Est-ce que ça peut jouer sur les velléités de conquête territoriale de la Russie ? Non, c'est pas pour l'instant ce que la Russie veut dans ses objectifs. En fait, c'est donc les 5 territoires, y compris la Crimée. Il se trouve que malheureusement pour les Occidentaux, la partie russe, la plus russe de l'Ukraine, la nouvelle Russie, c'est la partie la plus riche. C'est la partie industrielle, c'est la partie des ports, c'est la partie des ressources naturelles. Notamment, les Russes se sont définitivement emparés il y a une semaine de la mine de lithium de Shevchenko. Il y en a 4 en Ukraine, et il y en a déjà une qui était entre les mains de la Russie. Et là, la deuxième, la plus prometteuse, est tombée entre les mains de la Russie. Donc déjà, ça c'est terminé. Il y a également effectivement des ressources gazières, quoique limitées, qui sont essentiellement dans la région de Poltava. Là, pour l'instant, c'est encore entre les mains de l'Ukraine. Mais si jamais l'Ukraine n'est pas raisonnable, si l'OTAN n'est pas raisonnable, la Russie continuera son offensive, ça peut très bien revenir dans l'escarcelle de la Russie. Moi, je pense que Donald Trump n'était pas naïf, il savait très bien qu'il n'y aurait pas grand-chose à récupérer. Notamment les terres rares, l'Ukraine n'est même pas dans le top 10 des gros processeurs de terres rares. Il y en a plus aux États-Unis, et il y en a plus en Russie. Donc, tout ça n'est pas... je pense qu'en revanche, c'est un moyen aussi pour Trump de prendre les néocons, notamment Lindsey Graham, le sénateur Lindsey Graham, au mot, c'est-à-dire Lindsey Graham s'était rendu à Kiev à plusieurs reprises, et notamment il avait dit c'est l'investissement le plus rentable qu'on a fait de soutenir la nucléaire. Il y a des ressources monstrueuses, on va pouvoir pour des milliers de milliards de dollars. C'est faux. C'est faux. Notamment les cartes sur lesquelles ils se fondent, c'est des cartes qui datent de l'époque soviétique. Et ensuite, tout ce qui est terres rares, il y a des terres rares, il y en a dans plein de pays. La question, c'est la mise en œuvre de l'exploitation de ces terres rares. Et ça, écologiquement, c'est une véritable plaie. Il faut énormément d'eau pour fournir des terres rares. C'est des investissements extrêmement coûteux. C'est du niveau je dirais, du développement du territoire. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire appel à des acteurs privés. La Chine, pourquoi la Chine est très en avance ? Parce que oui, elle a des terres rares, mais parce qu'elle a investi sur du très long terme, et qu'aujourd'hui, il n'y a que elle qui est capable d'investir autant et de produire autant de terres rares. Et c'est pour ça d'ailleurs que Washington a dû aller, Trump est allé à Canossa, parce que finalement, il a très peu de moyens de pression contre la Chine, et la Chine en a contre Washington. Donc,
Donc toute ça, cette histoire de ressources, c'était surtout donc pour prendre au mot l'Instagram en disant dans ce cas, signer un papier. Et puis Trump, il a besoin d'avoir de temps en temps un truc pour montrer, regardez, j'ai tordu le bras de Zelensky, etc. etc. Il fait du Trump, c'est erratique, c'est très désagréable pour un esprit rationnel, je dirais, un esprit latin, français. Mais bon, c'est sa manière de faire. Je pense pas que ça le serve au niveau de la vision que les Russes se font de lui. Je pense que les Russes sont assez déçus par Trump. Même pas le fait finalement il décide de livrer des patriotes ou pas, c'est quelqu'un avec qui on peut pas travailler. Et ça, je pense que c'est le problème d'ailleurs des Russes, mais pas seulement des Russes, des Chinois aussi, c'est qu'avec les Occidentaux, ils sont hystériques, il est impossible de travailler. Ils sont à la fois immatures et hystériques. Donc Macron obtient de Vladimir Poutine un entretien. Cet entretien, alors que finalement les Russes acceptent gentiment, patiemment, et puis 2 jours après, Jean-Noël Barrot menace la Russie. Donc en fait, cette espèce de comportement hystérique fait que les Russes finalement prennent leur distance et ils les regardent un peu comme, je dirais, comme au cirque, s'agiter, faire des saltos dans tous les sens. Et malheureusement, ça vaut autant pour Trump que pour Macron, que pour Merz, que pour Van der Leyen. Aujourd'hui, les Russes, je pense les Chinois, même les Indiens, regardent ces leaders occidentaux qui s'agitent dans tous les sens. On dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et donc les Russes ont pris leur distance, c'est clair. Et avec l'utilisation des drones et le développement de l'intelligence artificielle, comment se déroulera la guerre de demain? De toute manière, c'est la robotisation. On était plusieurs à en être conscients bien avant l'opération militaire spéciale, même avant Maïdan. Le fameux discours sur la guerre hybride de Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée russe. En fait, il date donc, c'est un texte qui a été publié en 2013. Et donc, quand il parlait de la guerre hybride, il parlait pas de la guerre menée par les Russes contre l'Occident, mais de la guerre de l'Occident menée par les Russes. Il la décrivait en disant que c'était la guerre à tous les niveaux. Bon, c'est un concept qui n'est pas totalement nouveau. Je crois que c'était notamment le général Milei, je confonds avec le président argentin, qui avait publié un texte au début des années 2000. Mais à l'intérieur de ce texte, où le général Gerasimov essaie d'envisager la guerre de demain, il parle de la robotisation des champs de bataille. J'avais publié plusieurs vidéos là-dessus, également l'arrivée des drones, la robotisation. Donc finalement, ce à quoi on assiste, c'est juste, parce que c'est la guerre, une accélération de ce processus. Et effectivement, petit à petit, je pense pas que les soldats soient totalement remplacés par des robots comme Terminator, mais je pense en revanche que les soldats vont être de plus en plus assistés par des robots. Pour se protéger eux-mêmes des robots. Donc on est passé dans une ère. C'est moins la révolution des drones que la vitesse à laquelle en fait les armées doivent s'adapter. En pleine guerre, le drone arrive, mais il y a déjà des systèmes anti-drones qui arrivent, donc il faut créer un drone qui va parer ces systèmes anti-drones, notamment les drones à fibre optique, et un système qui va le permettre de protéger. Et c'est pour ça que les gens qui disent c'est la fin du char d'assaut, non, pour l'instant, oui, on est passé de l'attaque, la cavalerie dans les plaines à la colonne d'assaut mécanisée, protégée avec un barbecue, comme disent les Russes, un manga. Voilà, mais si ça se trouve, demain, les scientifiques vont trouver une solution contre les attaques de drones multiples, et puis on aura de nouveau des chars qui vont débouler dans la plaine comme en 1944. Donc, ce qui est surtout, à mon avis, intéressant, c'est que c'est l'accélération à laquelle les armements évoluent sur le terrain. Entre les drones qui étaient utilisés en 2022, qui étaient des petits drones Mavic avec des Chinois, là, il y a eu une grosse amélioration, plus d'ailleurs du côté des Russes, par l'apparition de la fibre optique. Donc voilà, et puis surtout, on a aussi, comme je le disais au début de l'entretien, le fait que on revient à la nécessité de produire des armes pas chères. Et ça, ce que l'Occident, pour l'instant, ne sait pas faire. Donald Trump, je comprends très bien qu'il hésite à livrer des 155 mm parce que ça coûte en gros entre 8 et 10 fois plus cher que le 152 mm russe. Parce qu'ils n'ont pas les capacités de production. On s'est aperçu que la France s'est enfin aperçue, moi je l'avais dit il y a longtemps, qu'on produisait plus de poudre à canon pour mettre dans les obus. Et les États-Unis non plus.
Donc là, ils sont en train de se redonner des capacités pour produire de la poudre à canon. Donc, mais ça, les Russes, ils l'ont déjà, et ça produit, et ça produit, ça produit. Et donc, on revient aussi à se dire, finalement, on a besoin d'armements qui soient pas chers à produire. Et le problème, c'est que ça, c'est une révolution complète, notamment au niveau du complexe militaro-industriel américain. Alors, encore une fois, la plupart des acteurs, je crois même la totalité des acteurs américains, sont des acteurs privés. Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing, etc. Tous ces monstres produisent, en fait, sont détenus par des capitaux privés, et en fait, ils veulent faire de l'argent. Et à côté de ça, il y a tout un système de corruption qui est quasiment, je dirais, institutionnel aux États-Unis. C'est-à-dire que telle entreprise va financer la campagne de tel sénateur, de tel membre du Parlement, et ce qui fait qu'à la fin, en fait, les commandes de l'État continuent, et puis même s'il n'en en a pas besoin. Et surtout, le but, c'est pas que ça marche, le but, c'est que ça coûte cher. Donc vous avez des armements, il y a notamment des navires américains qui sont rentrés en service et qui ont été démantelés 3 ans après parce qu'ils ne fonctionnaient pas. Le F-35 est une véritable catastrophe. Mais bon, too big to fail. Donc Washington fait des grosses pressions à des pays comme la Suisse pour qu'ils l'achètent, alors qu'il n'est pas du tout adapté à son besoin de la Suisse, pour sauver Lockheed Martin. Donc ça, c'est un peu l'évolution qu'on va observer. Et pour l'instant, les Russes, les Chinois ont tout compris. Les Iraniens aussi. Les Iraniens, ils ont gagné la guerre des 12 jours. Les Iraniens ont gagné la guerre des 12 jours parce qu'ils ont utilisé des armements peu chers qui ont attaqué et qui ont un territoire qui était défendu par des armements qui coûtent extrêmement cher. Et donc finalement, c'est le budget qui l'a emporté. Et c'est pour ça que les Iraniens ont gagné la guerre, tout simplement. Et la Russie, du coup, produit des armements peu chers, comme vous le dites, mais ils ont quand même investi 320 milliards d'euros dans la guerre, si c'est pas... Combien coûte la guerre Non, je pense que depuis 3 ans... Nous, on a c'est possible, ouais, c'est possible. 320 milliards, ce qui représente 320 millions de dollars par Disons, an. ouais. Mais au niveau de la qualité de vie en Russie, les impôts, la qualité du service public, est-ce qu'il y a des conséquences ? Non, on peut dire que tout ce qu'on appelle les grands projets nationaux, c'est-à-dire tout ce qui est infrastructure, construction un pont sur un fleuve de Sibérie, l'Alena, qui est un sujet passionnant que je suis, ça n'a pas été remis en cause, ça continue. Il y a même des nouveaux grands projets nationaux qui ont été lancés. Il y a toujours l'aide pour les familles nombreuses, je suis bien placé pour le savoir, qui est toujours significative. Donc je pense que de ce côté-là, je suis pas inquiet. En gros, le budget je vais pas dire une bêtise, mais je vais prendre le risque de citer quelques chiffres. Le budget de l'État russe, c'est quelque chose comme autour de 400-450 milliards de dollars. Et le budget de la défense, aujourd'hui, c'est un peu moins du tiers. Voilà. Donc effectivement, sur 3 ans, plus à côté, tout ce qui n'est pas officiellement dans le budget de la défense, on doit arriver effectivement à quelques 200 milliards de dollars, sachant que aujourd'hui, le budget de la défense, ça c'est vérifiable, c'est 6,3% du PIB. À l'époque de l'URSS, c'était 25%. Donc 6,3%. C'est pas du tout critique pour un pays comme la Russie qui a pas de dette, qui est extrêmement bien géré. Pour vous donner un ordre d'idée, quand la France faisait la guerre en Algérie, ça coûtait 4,5% du PIB. Bon, l'économie française, c'est pas écroulé. Le général de Gaulle nous a débarrassé du boulet, on va dire, mais globalement, c'était pas critique, ça allait finir par le devenir, mais voilà, donc 6,3% du PIB pour affronter une coalition d'une trentaine de pays, c'est tout à fait raisonnable. Et comme vous avez pu le constater, à Moscou, on ne voit pas la guerre, on ne la sent pas. Même pas d'ailleurs des gens, on voit très peu de gens il manque une jambe, un bras, ça arrive, hein, mais j'ai dû en voir, je sais pas, ces 3 derniers mois, j'ai dû en voir une fois au centre commercial à côté de chez moi, où là il y avait évidemment 2 vétérans qui étaient
en fauteuil roulant. Donc voilà, vous allez même en banlieue, du côté de Sergueï Passat, que je connais bien, vous ne voyez pas la guerre. La guerre, vous la voyez si vous êtes à la frontière. Si vous êtes dans la région de Belgorod, dans la région de Koursk, là, effectivement, là, vous la sentez. Mais dans une telle profondeur du territoire russe que pour l'instant, ça ne touche pas. Et donc la Russie contrôle désormais totalement la Crimée, 4 oblasts ukrainiens. Quelles sont les prochaines étapes militaires ou politiques envisagées par Moscou? Alors la priorité depuis le début, ça a toujours été le Donbass. C'est vraiment le sens de l'opération militaire spéciale. Donc là, c'est là où l'armée russe avance le plus. Elle avance à peu près partout, donc dans la zone du Donbass, de Pakrovsk jusqu'à Seversk. Et le but, on estimera que, je dirais, la bataille du Donbass est terminée lorsque Slaviansk et Kramatorsk auront été pris. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les Russes ne font plus des assauts frontaux sur les villes. Déjà, en fait, s'ils ont fait ces assauts frontaux à l'origine, notamment à Bakhmout, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix, parce que le système de défense kievien s'est appuyé sur les villes. Et la densité urbaine dans le Donbass est très élevée. On est à 160 habitants au kilomètre carré. Dans la région d'Odessa, vous êtes à 27 habitants au kilomètre carré. Donc Kiev s'est appuyé sur ces villes. Ça fournissait des otages, des usines dans lesquelles on pouvait se barricader. L'exemple d'Azovstal a été assez important par rapport à ça. Alors ça, un avantage, c'est qu'effectivement, vous avez l'infrastructure citadine qui vous permet de tenir. Ça a un désavantage, surtout depuis que les Russes ont déployé des bombes de 3 tonnes, c'est-à-dire que ils savent où vous êtes et ils détruisent méthodiquement tous les endroits où vous êtes. Donc évidemment, ça rase les villes. Et ça a aussi un autre désavantage, c'est que finalement, vous désapprenez, vous n'apprenez pas à manœuvrer. Et aujourd'hui, on voit que le problème de l'armée ukrainienne, de l'armée otano-kievienne, c'est qu'elle ne sait pas manœuvrer. Elle ne sait pas organiser une retraite, elle ne sait pas organiser un assaut. Le seul moment où ils ont finalement pu faire l'assaut, c'était en 2022, parce qu'ils étaient à 8 contre 1. Donc c'est un assaut frontal, et les Russes avaient décidé d'ailleurs, eux, de ne pas tenir bêtement. Ils se sont repliés en bon ordre sur des coupures humides, que ce soit à Kherson ou dans la région de Kharkov. Et donc ça, en fait, l'Ukraine est incapable de le faire. C'est-à-dire, ce qu'il aurait fallu faire, c'est une retraite, une défense méthodique en usant l'appareil militaire russe. Non seulement ils n'y arrivent pas, mais alors que ce sont eux qui sont en défense, ils ont plus de pertes que l'assaillant. Parce qu'effectivement, ils se laissent encercler. Par souci de marketing et de publicité, Zelensky et l'OTAN refusent de donner des ordres de décrochage. Et quand ils le donnent, il est déjà trop tard et ça finit en carnage. Donc aujourd'hui, et maintenant, plus on avance vers l'ouest, moins la densité urbaine est importante. J'étais il n'y a pas très longtemps dans le Donbass précisément. On est allé jusqu'à Kourakhovo, c'est plusieurs dizaines de kilomètres entre Donetsk. Et là, vous voyez qu'on est passé dans un autre paysage. C'est beaucoup moins vallonné. Et vous roulez 30 minutes. Il y a tout d'un coup un petit village complètement détruit. Mais le reste, c'est de la plaine, c'est de la steppe complètement ouverte. Et ça permet aux Russes de contourner les grandes villes. Et on le voit très bien sur Pakrovsk. Ils sont pas pressés. Ils encerclent par le sud. Ils encerclent par le nord. Et dès maintenant, je pense que, d'ici, une ou 2 semaines, ils pourront exercer ce qu'on appelle un encerclement opératif, c'est-à-dire que avec leurs drones et leur puissance de feu, ils contrôlent tous les axes d'approvisionnement de Pakrovsk. Et à partir de là, la ville est perdue. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Donc ils sont pas pressés. Je pense que Poutine a donné une seule consigne à son ministère de la Défense, c'est le moins de pertes possible. Donc on a une supériorité matérielle, on a une supériorité en puissance de feu, donc on va utiliser au maximum cette puissance de feu qui va d'ailleurs initialement compenser le fait que la Russie, il faut quand même le rappeler, a attaqué l'Ukraine en infériorité numérique à 1 contre 3. La Russie s'est emparée en 2022 de 60 000 km² du territoire ex-ukrainien à 1 contre 3. C'est remarquable. L'Alsace-Lorraine qu'on a perdu en 1870, c'était 15 000 km². Donc les Russes, à 1 contre 3, se sont emparés de 4 fois l'Alsace-Lorraine. Et donc, quand on dit d'ailleurs, oui, l'échec de l'offensive, c'est remarquable. Ce sera dans les manuels. Comment est-ce que les Russes ont pu, en étant en infériorité numérique, emporter une telle victoire? La mer d'Azov est devenue une mer intérieure russe. Il faut quand même bien s'en rendre compte. Et ça c'est quelque chose qui est significatif, que
que les Occidentaux n'ont pas voulu voir. Tout le monde est focalisé sur Kiev. Et moi, je regardais, je voyais tout d'un coup arriver là, en 9 jours. En 9 jours, les troupes sont parties de Crimée. Ils ont fait 100 km vers le nord. Ils ont traversé le Dniepr en prenant le pont que les Ukrainiens n'avaient pas eu le temps de détruire. Et ils se sont emparés de Kherson en 4 jours. En 9 jours, ils avaient pris la totalité de la région de Kherson, dont la capitale. C'est remarquable. Et ça aussi, ça relativise. Par exemple, on nous dit, oui, les Ukrainiens, avec leurs drones, ont totalement surpris les Russes en 2022. Ils les ont pas tant surpris que ça. Ils ont quand même perdu 60 000 km². C'est la plus grosse progression depuis le début. Même là, aujourd'hui, on voit depuis le début du mois, les Russes ont pris 250 km². Plus, moi, je pense qu'il ne faut pas compter les kilomètres carrés. C'est ridicule. Ce qui est important, c'est la qualité de ce qu'ils prennent. C'est pas la quantité. Quand les Kieviens ont pris un bout de la région de Koursk, oui, à un moment, ils avaient 1000 km² de rien. C'était même le général Kempf, d'ailleurs, le disait, ils ont pris quoi. Et donc là aujourd'hui, on voit, donc, encore une fois, pour revenir à la question initiale, quelle que soit je dirais la supériorité à un moment donné technologique, finalement, on s'aperçoit que c'est le retour du fantassin. Aujourd'hui, je suis content, moi je suis fantassin là-bas, parachutiste. Et aujourd'hui, en fait, la reine des batailles, c'est vraiment l'infanterie. C'est vraiment sans elle. Et c'est le problème de l'Ukraine, encore une fois. Comme elle ne veut pas recruter, enfin mobiliser les 18-24 ans, en fait, ils ont des vieux, ils ont des gens qui ont mon âge. Et je peux vous dire qu'à mon âge, si vous me mettez 85 kilos de blindage sur le dos, mes genoux vont crier... vont hurler de douleur au bout de 48 heures. Hein. Alors que pour un jeune comme vous, par exemple, vous y allez. Et donc, le problème, c'est que l'infanterie, c'est un sport de jeunes. Hein. Et c'est ce qui manque à l'Ukraine. Alors qu'en Russie, non seulement ils ont des volontaires, puisqu'il y a eu une seule mobilisation, c'était en 2022, mais en plus, ils ont des jeunes qui sont volontaires, donc avec toute la force que donne une armée de volontaires, et qui eux sont capables de porter des gilets d'assaut blindés, des casques, des munitions. C'est monstrueux ce qu'ils transportent sur eux. Et donc voilà. Donc ça, c'est aussi la supériorité humaine de l'armée russe, évidemment. Je reviens un petit peu sur le volet économique, on va dire. Vous évoquez dans vos bulletins le manque de main-d'œuvre en Russie. Comment c'est géré? Alors difficilement, il manque officiellement 1,5 million de travailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs, même s'il y a... En fait, il faudrait démanteler la totalité de l'armée russe. Donc c'est pas lié, c'est lié que très partiellement à la guerre. De toute manière, un pays grand comme la Russie, avoir 1,5 million d'hommes dans son armée, c'est à mon avis tout à fait raisonnable. En revanche, c'est aussi les conséquences de l'effet vertueux des sanctions et des contre-sanctions, c'est que la Russie a commencé le remplacement des importations. Ils ont créé un néologisme en russe qui s'appelle import zameshenie, le remplacement des imports. Et donc il y a toute une industrie qui s'est mise en place, qui se développe. Il y avait déjà également des grands projets industriels dans toute la Russie. Et ces grands projets industriels font que il faut de la main-d'œuvre. Et le problème, c'est que la Russie a une main-d'œuvre limitée. Donc la Russie a un potentiel économique énorme, mais il manque 1,5 million de travailleurs. Alors, il y a différents moyens de s'adapter. Il y a bien sûr l'optimisation, c'est-à-dire vous augmentez des gains de productivité, et ça peut être obtenu grâce à la numérisation. Il y a des boulots qui vont être sur le modèle chinois, qui ont commencé à être remplacés par des robots, donc notamment les livraisons à domicile. Je ne sais pas si vous en avez vu de temps en temps, vous voyez des petites bestioles mécaniques qui roulent sur les trottoirs de Moscou. Donc ça, pour l'instant, c'est en test. Et puis là aussi, l'intelligence artificielle permet d'optimiser, d'augmenter les gains de productivité. Il y a l'immigration. Je pense que la Russie, pas plus que les Émirats arabes unis, par exemple, ne peuvent faire sans l'immigration de travail. En plus, il y a des pays pauvres au sud de la Russie, des pays d'Asie centrale qui ont toute une ressource d'immigrés, mais ça crée aussi des problèmes de sécurité. Donc là, les Russes ont mis en place depuis 1 an et demi toute une série de lois, un peu sur le modèle des Émirats arabes unis, d'encadrement de l'immigration de travail, l'interdiction du regroupement familial, le fait que c'est l'entrepreneur russe qui organise le permis de travail, un numéro de téléphone mobile qui est donné à chaque immigré, très très surveillé. Création également comme aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite, de zones où vivent les migrants.
de travail, pour pas qu'ils viennent gêner les gens dans les villes. Donc voilà, donc ça c'est en train de s'organiser. Et après, je pense que les Russes, petit à petit, vont ouvrir les robinets parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin, et des pays comme le Tadjikistan ou le Kyrgyzstan, ils ont besoin également de ces revenus qui sont générés par les travailleurs immigrés. Il y a ça, il y a la robotisation qui aussi va s'en plein. La Russie elle-même commence à fabriquer des machines-outils. Donc il y a toute une série de solutions. Et puis à terme, il faut faire des gosses. Donc là aussi, c'est toute la politique nataliste. Vous êtes promené un petit peu, notamment dans mon quartier. Tout est fait pour les familles nombreuses. Poutine a dit que désormais, la famille nombreuse, ça devait être le truc à la mode. C'est ce qu'a dit également Sobyanin, c'est ce qu'a dit Medvedev. Aujourd'hui, je dirais même ce qui ressort le plus au-delà de l'opération militaire spéciale, c'est le défi démographique. Et ce qui est intéressant, c'est que de ce que je vois, la Russie est vraiment le seul pays européen, peut-être avec la Hongrie, qui a décidé de prendre le problème à bras-le-corps, en se rendant compte que c'est ça qui est fondamental. Et donc voilà un peu les solutions qui sont trouvées à court et moyen terme. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. En attendant, malheureusement, la Banque centrale a mis, pour ralentir l'activité russe, pour éviter l'inflation, elle a mis les taux d'intérêt à 20%, ce qui détruit l'activité économique des PME. Donc ça, j'espère qu'on va bientôt arrêter ces sottises. C'est justifié au début, aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. Mais évidemment, c'est un débat qu'on a pu observer d'ailleurs au Forum économique de Saint-Pétersbourg entre la Banque centrale et le ministère des Finances, le ministère de l'économie, et puis les impératifs de Poutine qui a dit quoi qu'il arrive, je ne veux pas de récession. Et en maintenant des taux à 20%, on va aller vers la récession. Même avec les dépenses, les commandes de l'État, les dépenses militaires, c'est incontestable. D'accord. Et d'ailleurs, je reviens sur la Banque centrale russe. Comment elle est composée, cette Banque centrale ? Il y a un peu comme toutes les banques centrales, elle est censée être indépendante. En fait, de facto, elle ne l'est pas. Finalement, c'est toujours Poutine qui tranche. Et elle est dirigée par Madame Nabiullina, donc qui est une économiste qu'on qualifierait d'orthodoxe, c'est-à-dire il y a de l'inflation, j'augmente les taux d'intérêt. Ce qui, à un certain moment, peut se justifier, mais il ne faut pas que ça dure très longtemps. Encore une fois, à 20%, taux d'intérêt au-dessus de 12%, vous détruisez l'économie. Et là, ça fait des mois on était à 21%, alors là, on est passé à 20%. C'est le pourboire, quoi. Et donc, les entrepreneurs, les syndicats patronaux, etc., ils disent il faut arrêter, on peut plus investir. Et surtout que pour donc régler ce problème de main-d'œuvre, il faut optimiser. Pour optimiser, il faut investir. Il faut investir dans la technologie. Pour investir, il faut emprunter. Vous empruntez pas à 21%, ni à 20%. 12%, c'est ce que réclament les entrepreneurs. Voilà. Après, je comprends bien que Poutine, il a des tas de sujets à traiter, dont celui-là. Mais là, ça commence à devenir inquiétant quand même pour le 2025. Sachant que c'est un sujet sur lequel les Occidentaux n'ont pas de prise. C'est-à-dire que le problème, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, comme ils ne comprennent rien, notamment en France, c'est assez intéressant, ils ne comprennent rien à l'économie, notamment à l'économie russe. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire les difficultés de l'économie russe, c'est les sanctions. Non, les difficultés de l'économie russe, c'est des décisions qui sont prises en interne, qui sont liées à la surchauffe de l'économie russe. Et donc, c'est des mauvaises solutions. C'est une mauvaise solution, c'était l'augmentation des taux d'intérêt, à un problème qui est le pénurie de main-d'œuvre, qui est lié à un aspect vertueux, c'est-à-dire c'est-à-dire l'hyper-industrialisation de l'économie russe. La prochaine élection présidentielle en Russie aura lieu en 2030. Vladimir Poutine aura 78 ans, soit l'âge de Donald Trump lors de son élection en 2024. A-t-il un successeur qui se démarque et pourrait suivre ses pas, et comment la Russie envisage-t-elle l'après-Poutine ? Pour l'instant, j'en vois pas. Je pense que s'il y a un successeur, on va le voir apparaître. On verra quelqu'un de plus présent. Je pense qu'il y en a un qui aimerait bien revenir, c'est Dimitri Medvedev. Il y a d'autres figures, même si ça n'intéresse pas, je lui avais posé la question, c'était Piotr Tolstoï, qui est très connu en Russie, qui a un nom évidemment mythique, qui a animé un talk show il y a une dizaine d'années, donc il est très connu, même toutes les ménagères connaissent Piotr Tolstoï, très charismatique.
Mais bon, lui dit non. C'est intéressant d'ailleurs, il dit, je lui ai posé la question, c'était sur Géopolitique profonde, et je lui ai dit, pourquoi pas vous? Il m'a dit, mais je suis journaliste. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais la Troisième République, c'est une république des journalistes. Hein. Clémenceau était un journaliste, ils ont tous commencé comme ça. Il a dit, ah oui, il faut voir comment ça a fini. Ça a fini en juin 40. Mais cela dit, bon, encore une fois, je ne sais pas s'il y pense en se rasant, mais pourquoi pas lui. Puis il y a d'autres personnages qui sont intéressants. Belousov, le ministre de la Défense. Alors lui, c'est pas un bavard, mais c'est un Poutine, c'est-à-dire très froid, patriote, orthodoxe, sans aucune concession, sans pitié, notamment vis-à-vis de toutes les questions de corruption. Voilà, il y a toute une génération, quelqu'un que j'aime beaucoup, Alexei Tchekounkov, qui est le ministre du Développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, qui est parfaitement francophone. C'est cette génération de quarantenaires qui sont passés par l'espèce d'ENA russe, donc tout un cycle de formation pour en faire des super administrateurs, des gouverneurs des régions. Il y a toute une nouvelle classe dirigeante, élite, on peut parler d'élite pour ce qui est des Russes, qui s'est mise en place, donc de jeunes hommes de 40 ans qui font des merveilles dans toutes les régions et qui sont passés par des cycles de formation très poussés, avec une sélection extrêmement rigoureuse. Et ça, c'est l'avenir de la Russie. Et c'est peut-être ça, on verra peut-être tout d'un coup surgir un candidat de ce type. Vous avez évoqué aussi dans vos bulletins d'information le fait que la Russie était née d'un baptême, comme la France. Oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce fait historique qui est très peu connu? Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la dynastie qui a régné d'abord sur Kiev, et ensuite sur la Moscovie, c'est la dynastie des Yurikides. Donc elle est née à Veliki Novgorod, donc Novgorod, c'est en Russie actuelle, ça a toujours été en Russie, et donc cette dynastie descend vers le sud au Xe siècle, et elle affronte notamment les fameux Khazars, et donc elle s'installe autour de la région de Kiev, parce que c'est une région magnifique, la terre est fertile, il y a des cours d'eau partout qui permettent les communications. Donc il s'installe à cet endroit-là, et il se trouve à ce moment-là donc au contact avec les autres pays européens, les anciennes monarchies d'il y a 1000 ans, et donc sous l'influence de différentes religions. Donc il y a d'un côté l'islam qui commence à son expansion, qui est déjà d'ailleurs bien avancé à l'époque. Il y a le christianisme latin, Rome, et le christianisme byzantin. Et donc le prince Vladimir, en 988, finalement décide d'embrasser la religion chrétienne, donc il va donner l'orthodoxie orientale. Et donc, il va se faire baptiser en Crimée, à Chersonèse, qui à l'époque était un territoire byzantin. Et ensuite, il revient la même année donc, à Kiev, et il baptise son peuple. Il précipite toutes les divinités païennes dans le Dniepr, et c'est le baptême de la Rousse. C'est un moment extrêmement, extrêmement important, comme le baptême de Clovis pour la France. Et c'est un événement extrêmement important, 1000 ans après. C'est-à-dire que c'est un événement que peu de gens connaissent, mais il y a ce qu'on a appelé la Vtaroy Kreshenie Rus, le deuxième baptême de la Rousse de Kiev. C'est-à-dire qu'on est encore donc à l'époque soviétique, et il y a un relâchement de liberté religieuse, etc. Et l'Église orthodoxe demande l'autorisation de célébrer le millénaire du baptême de la Rousse de Kiev, comme nous on avait célébré le millénaire des Capétiens en 987. Alors c'est pas le baptême, mais 987 c'est le premier Capétien, 988 c'est le baptême de la Rousse de Kiev. Et donc le Parti communiste dit oui, pourquoi pas, allez, faites votre truc, imaginant que plus personne ne croit en Dieu après 70 ans de communisme. Et là, surprise incroyable, des files entières vont se faire baptiser dans la Neva, dans la Moskva, dans tout, et on s'aperçoit que finalement l'orthodoxie a survécu. Vladimir Poutine, selon sa propre confession, l'a dit, sa mère l'a baptisé clandestinement.
Et donc, en fait, ce baptême de la Rousse de Kiev est célébré 1000 ans plus tard, et le fonctionnement de l'État russe avec l'orthodoxie est quelque chose de tout à fait remarquable, et qui d'ailleurs aujourd'hui est quelque chose d'assez unique dans l'histoire. C'est ce que dit le patriarche Kirill, c'est-à-dire que il faut voir que l'orthodoxie russe a connu un moment assez difficile dans son histoire, un long moment, à partir de Pierre le Grand. Pierre le Grand est très influencé par un théologien qui est lui-même très influencé par le protestantisme, qui s'appelle, je crois, Théophane Prokopovitch, et qui considère comme les protestants qu'il n'y a pas de distinction du temporel et du spirituel. Et donc le chef de l'Église orthodoxe, à partir de Pierre le Grand, c'est l'empereur. Et ça va effectivement éloigner de l'orthodoxie une partie du peuple russe. Et c'est ce qu'a d'ailleurs déploré le patriarche Kirill. Et ça ne plaît pas d'ailleurs à l'Église orthodoxe. C'est pour ça que en février 1917, au moment de la chute de la monarchie, c'est plutôt bien accueilli par l'Église orthodoxe, parce que de nouveau, ils ont un patriarche, ce qu'ils n'ont pas eu depuis Pierre le Grand. Et donc ça, jusqu'après, donc octobre 1917, là, c'est des persécutions religieuses comme il n'y en a pas eu dans l'histoire de la chrétienté. Je crois que c'est ce qui est pire en quantité. Avec la Grande Guerre patriotique, donc Staline va chercher quelques prêtres et métropolites encore en vie. Il y a une certaine liberté religieuse qui est donnée. Il y a un patriarche qui est élu sous contrôle du Parti communiste. Jusqu'en 1990, où là, pour la première fois, un patriarche est élu librement. Et aujourd'hui, l'Église orthodoxe a retrouvé sa place. Les orthodoxes appellent ça la symphonie, en fait, entre le pouvoir temporel et spirituel. Ce que nous, on a perdu avec la Révolution, c'est ce que j'avais analysé, c'est-à-dire que sous la monarchie, en fait, il y a le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et on fait la distinction entre les deux. Même Saint-Louis, d'ailleurs, c'est pris le bec avec le pape, parce que sous Louis XIV aussi, on a eu pas mal d'exemples, et c'est la République qui, de nouveau, confond le temporel et le spirituel. C'est-à-dire que le système politique devient la religion. On le voit aujourd'hui dans les invocations à la laïcité, qui sont quasiment des invocations religieuses, ils veulent même mettre en place des crimes quand si vous vous mettez à douter de la laïcité, des bienfaits de la laïcité à la française. Donc aujourd'hui, on est dans un domaine, et à l'époque, donc il y a 1000 ans, c'était le cas aussi, c'est-à-dire que il y avait une distinction entre le temporel et le spirituel, et la Russie, petit à petit, a pris cette place de troisième Rome, c'est-à-dire de protecteur de la chrétienté, surtout orientale. Elle a largement œuvré à la libération des peuples chrétiens de l'Empire ottoman et la protection des lieux saints, etc. etc. Donc voilà, c'est effectivement un événement fondateur et qui est assez courant finalement dans l'histoire européenne. Ce baptême qui est l'acte fondateur d'une nation. C'est encore quelque chose qui rapproche la France et la Russie, évidemment. Pour vous qui vivez à Moscou, quelle est la chose qui vous marque le plus quand vous revenez en France ? L'atmosphère. L'atmosphère en France est très pesante en France. Les gens sont tristes, malheureux, souvent d'ailleurs désespérés, et ça se sent. Quand on arrive ici, l'atmosphère est légère. Pourtant, les Russes ne sont pas des gens très expansifs, mais globalement, en fait, tout semble léger. Et puis après, il y a des choses très concrètes, la propreté. Donc, quand on arrive à Paris, c'est tout simplement... Quand vous arrivez à Charles de Gaulle 1, c'est l'horreur. Alors moi, comme je suis un homme, j'ai pas trop de problèmes d'insécurité quand je suis en France, mais notamment, je le vois chez mes amis IES qui, venant de France, me disent mais quand on est ici, on se sent libre. Voilà, donc ça, c'est la sécurité aussi, c'est du régalien. Donc et ça, je pense que c'est des choses qui sont... voilà, puis les infrastructures, tout fonctionne. On est dans un pays où tout fonctionne. Quand on arrive à Paris, il y a sans arrêt des choses qui m'exaspèrent. L'application qui ne fonctionne pas du RATP. Il y a toujours un truc qui ne marche pas. Syntaxe error ou error 404. Là, donc voilà, on a vraiment... Moscou, c'est une ville de 13 millions d'habitants. Pour donner un ordre d'idée quand même, en France, c'est un cinquième du territoire de la population française, et qui vit parfaitement, sans zone d'insécurité, proprement, avec une activité économique voilà, très vert, tout est entretenu, des espaces verts, des infrastructures pour les enfants, pour faire du sport, partout. Plein de choses à faire,
des centres aérés, des musées, il y a sans arrêt quelque chose à faire. Et ça, c'est quand même... c'est vraiment remarquable. Et la France aurait pu être... Paris aurait pu être comme ça. Il n'y avait aucune raison qu'on qu'on puisse pas faire ce que Sobyanin a fait, le maire de Moscou à Moscou. On aurait très bien pu le faire en France. Et on pourra le faire. On va passer au Moyen-Orient. La position de la Russie demeure floue pour les Occidentaux, gavés par les médias atlantistes, quant à ses relations avec les pays du Moyen-Orient. Quel est l'état d'esprit de l'opinion publique russe face au génocide palestinien ? Alors, les Russes ont été très frappés. Alors, autant il y a eu tout de suite beaucoup de compassion vis-à-vis des Israéliens après le 7 octobre. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Sergei Lavrov l'a redit, que c'était un attentat épouvantable, etc. Mais la réaction exterminationniste du gouvernement de Netanyahou a choqué la totalité du peuple russe. À commencer par Vladimir Poutine lui-même, puisqu'il a même comparé ça au siège de Saint-Pétersbourg, enfin au siège de Leningrad, donc qui a coûté 1,5 million de morts, je crois, civils, que les Russes considèrent comme un génocide. Puisque, en fait, effectivement, le but c'était d'enfermer, de faire mourir la population. Et donc, où Poutine a perdu un de ses frères. Donc Vladimir Poutine lui-même, en fait, a désigné ce qui se passe à Gaza comme un génocide. Et les Russes sont assez horrifiés. La population russe, même de base, même si, bien sûr, ils sont pris par ce qui se passe en Ukraine, ils observent ce qui se passe à Gaza, et ils sont particulièrement horrifiés. Et il y a une certaine exaspération vis-à-vis d'Israël, puisque les Russes estiment que Israël aurait dû soutenir l'intervention des Russes dans l'Ukraine, puisqu'après tout, les héros, ce sont des bandéristes nazis qui ont exterminé des Juifs. Babi Yar, c'est Bandera. Enfin, et au lieu de ça, l'avenue qui amène à Babi Yar, c'est à Kiev, s'appelle Stepan Bandera. Et juste avant, il y a une avenue Chouchkievitch. C'est un peu comme si vous aviez une avenue Adolf Hitler qui arrivait jusqu'à Auschwitz. Donc évidemment, les Russes n'ont pas du tout apprécié que finalement Netanyahou décide de prendre ses distances en disant ça ne nous concerne pas. Voire, finalement, on l'a appris récemment, de transmettre des armements, des patriotes à Kiev. Et ce qu'il faut noter, cependant, c'est que le prédécesseur Netanyahou était bien plus lucide que Netanyahou lui-même vis-à-vis du conflit ukrainien. Naftali Bennett, lui, a essayé, il a presque réussi, de faire le médiateur au moment des négociations en Turquie en 2022, si vous vous souvenez. Et après, d'ailleurs, il fait partie des témoins qu'on a qui ont dit on y était presque arrivé. Et puis tout d'un coup, Johnson est arrivé, l'administration américaine est arrivée, de Biden, elle a dit non, on va faire la guerre, on va vous donner des armes. Et donc, et je pense que Naftali Bennett était assez lucide, et il se disait qu'il ne fallait pas que l'Occident s'entraîne dans cette guerre, parce que ça affaiblirait le soutien pour Israël. Et effectivement, ce que Trump est en train de découvrir, c'est que les stocks de l'armée américaine sont pas totalement vides, mais pas loin, parce que en fait, depuis 3 ans, il déverse des matériels en Ukraine, au détriment de ce qui aurait pu être donné à Israël. Et aujourd'hui, il est clair que Washington ne peut pas faire à la fois la guerre pour Israël et la guerre pour l'Ukraine. Donc voilà, il y a une hostilité aujourd'hui, je pense même, on parle d'hostilité entre Israël et la Russie, non seulement sur la question du génocide à Gaza qui choque la population russe, mais également sur l'espèce de position je dirais, neutralité bienveillante d'Israël vis-à-vis de l'Ukraine. Ça, Netanyahou a très mal joué dans sa relation avec la Russie, très très mal joué. Et quels sont les intérêts économiques qui lient la Russie et l'Iran, mais également la Russie et Israël ? Il n'y a pas grand-chose. Jusqu'à un certain temps, Israël était le premier partenaire économique de la Russie au Moyen-Orient, de mémoire. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'avais lu un article dont c'était le titre. Mais cela dit, c'est pas non plus des grandes des zones qui sont extrêmement... Les grands clients de la Russie, c'est l'Inde, notamment pour les avions, l'Inde, la Chine, le Pakistan, l'Iran, c'est pareil. L'Iran aussi est plutôt un exportateur de matières premières, donc c'est plutôt un concurrent de la Russie dans ce domaine-là. Il y a des coopérations dans
dans certains domaines qui sont en train de se mettre en place. Dans le domaine de l'armement, on a eu les fameux Shahid, les Guéran russes. Les Iraniens ont acheté des S-300. Et petit à petit, il y a également au sein des BRICS, en fait, des choses qui sont en train de se mettre en place, une monnaie de compte commune, non pas une monnaie commune, mais une unité de compte commune, des systèmes comme ça qui se mettent en place. Je sais que les Russes aussi consultent beaucoup les Iraniens sur la manière de contourner les sanctions. Les Iraniens sont sous sanctions depuis 1979, quasiment, les début des années 80, donc ils ont pris certaines habitudes. Et voilà, mais il y a des partenariats. La Russie a de très bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis, ils font partie des BRICS. D'ailleurs, ça se voit dans les rencontres entre la famille, entre Al-Zayed et Vladimir Poutine. Il n'y a pas très longtemps, Zayed avait remercié la Russie d'avoir permis de réaliser le rêve de son grand-père, qui était d'envoyer des Émiratis dans l'espace. Il y en a eu 2 qui sont partis. Avec l'Arabie Saoudite également, les relations sont clairement alors moins bonnes qu'avec les Émirats Arabes Unis, mais les choses sont assez positives. Avec la Turquie, c'est très pragmatique. Donc la Turquie joue sur les 2 tableaux, mais le fait ouvertement et de manière tout à fait lisible pour les Russes. Donc la Turquie a fourni des armements à l'Ukraine, mais en même temps est une plateforme de contournement des sanctions. C'est par la Turquie que beaucoup voyagent vers d'autres pays comme l'Europe. Donc la Russie a une approche très pragmatique, on peut dire. Et évidemment, il y a encore une fois le cas syrien, donc ça on peut en dire 2 mots. Il y avait 7500 soldats russes en Syrie. Même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu intervenir. Le pays s'est écroulé tellement rapidement que même si la Russie n'avait pas eu la guerre en Ukraine, elle n'aurait même pas eu le temps d'envoyer des troupes pour... Quand la Russie intervient en 2015, l'armée d'Assad, elle tient. Elle recule, elle est attaquée à la fois par Al-Qaïda et par l'État islamique, mais elle tient quand même plus ou moins. Et l'arrivée de l'Iran et de la Russie va changer la donne. Mais il y a une temps d'une mise en place du corps expéditionnaire, etc. Là, en fait, la chute a été tellement rapide que la Russie n'aurait pas pu venir. Cela dit, elle a conservé le port de Tartous. Finalement, visiblement, ça aussi, je pense qu'il faut aussi voir l'influence de la Turquie, avec laquelle la Russie s'entend bien, pour respecter le statu quo. Voilà à peu près pour dessiner globalement sur les acteurs principaux. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que tant qu'il y aura la guerre en Ukraine, il n'y aura pas de deuxième front nulle part, ni dans le Caucase, ni au Moyen-Orient, ni en Afrique. C'est pas possible. D'accord. Donc en cas d'escalade du conflit non. Et alors, en plus, entre l'Iran et la Russie, il y a un accord qui est de défense, mais qui est très très limité. C'est-à-dire qui dit que si par exemple la Russie ou l'Iran est attaqué, par exemple par Israël, la Russie s'engage à ne pas soutenir Israël. C'est tout. Il n'y a aucun accord de livraison d'armement, etc., etc. Poutine l'a dit lui-même, il a dit on a eu des discussions sur le système antiaérien. Les Iraniens ont pensé qu'ils pourraient faire bien eux-mêmes. Bon, visiblement, à mon avis, le dossier va revenir sur la table parce que s'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, c'est bien la défense antiaérienne iranienne. Donc là, la Russie pourrait les aider. Mais pour l'instant, on n'en est même pas là. Il y a aussi question de livraison d'avions Sukhoi 35. Mais là aussi, il pourrait être remplacé par des avions chinois pour la bonne et simple raison, c'est que toute la capacité de production russe va vers l'armée russe. Donc là aussi, encore une fois, tant qu'il y aura la guerre en Ukraine, la priorité, ce sera le front ukrainien. Et concernant la Syrie, Bachar al-Assad a quitté le pouvoir le 8 décembre 2024. La Russie a aidé à son exfiltration, puis il l'a accueilli. Depuis, il n'a fait aucune apparition publique. Vous avez des informations depuis son arrivée, comment a été vu ce soutien des Russes à l'international? Disons que c'est une bonne chose, c'est-à-dire que quand on voit comment on finit les anciens alliés occidentaux, que ce soit Kadhafi, Saddam Hussein, ceux qui à un moment ont fait confiance aux Occidentaux, ils ont fini assassinés, exécutés. Donc au moins la Russie a montré qu'elle était capable de défendre la vie non seulement de Bachar al-Assad, mais de sa femme, de ses enfants. La seule chose qu'on a vue, c'est un moment
un short d'un des fils de Bachar el-Assad. Il a dit qu'il voulait se lancer reprendre ses activités dans la médecine. Je crois qu'il était dentiste, je crois. Donc, on n'en sait pas plus. Je pense qu'il y a des consignes qui sont données par le ministère des Affaires étrangères russe qui ne prennent pas la parole. Ou s'il veut prendre la parole, il faut qu'il parte à l'étranger. Ça pourrait servir à l'occasion de garder sous le coude quand les Syriens auront fait l'expérience des égorgeurs modérés. Eh bien, si jamais il veut retrouver un président normal, ça pourrait être, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et je pense que la Russie, justement, a réussi à garder le port de Tartous, donc ils vont pas laisser Bachar el-Assad prendre la parole publiquement pour préserver leur intérêt dans ce port de Tartous. Et d'autant plus que c'est aussi un moyen, Bachar el-Assad aussi n'a pas intérêt à mettre de l'huile sur le feu, puisque les Russes protègent les Alaouites. Quand il y a eu une série de massacres, les Alaouites et les chrétiens sont venus se réfugier sur le port dans les territoires contrôlés par la Russie. Donc voilà, on pourra peut-être avoir des changements, je pense, une fois la guerre en Ukraine terminée. Tout d'un coup, vous allez avoir des centaines de milliers de soldats russes aguerris disponibles. Je pense que d'ailleurs Al-Jalawali le sait, et c'est pour ça qu'il reste calme, parce que oui, il pourrait chasser les Russes de Tartous, mais ça pourrait avoir des conséquences une fois le conflit en Ukraine terminé. Et concernant les relations entre Washington et Moscou, Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu 2 entretiens téléphoniques le 12 février et le 19 mai de cette année. Vous avez des informations quant à la teneur des échanges ou les sujets abordés ? Non, parce que je pense que d'ailleurs c'est un peu le côté pédagogique de la diplomatie russe, c'est que les Russes sont en train de réapprendre aux Américains à faire de la diplomatie, et aux Français également. J'ai été heureusement surpris qu'il n'y ait pas de fuite sérieuse du dernier entretien entre Macron et Poutine. On avait été habitué à des... Alors on a toujours Jean-Noël Barrot qui encore une fois 2 jours après... voilà. Et c'est un peu pareil vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire que finalement on ne sait pas ce qui s'est dit. On a des communiqués des deux côtés qui disent à peu près la même chose. Et puis à côté de ça, alors on a les gueulantes de Trump, mais qui en fait n'en disent pas grand-chose. Les Russes ont des réactions toujours aussi mesurées, en disant on apprécie Trump, on apprécie ses efforts, quelles que soient les déclarations, comme celle qu'on a eue ce matin, quelles que soient les déclarations. Les Russes sont patients. Thierry Mariani disait que Poutine méritait le prix Nobel de la patience. Et donc ils ont bien compris que c'est comme ça que fonctionne Trump. Et de toute manière, ça vous pouvez demander à Poutine, à Piotr Tolstoï. C'est soldats russes qui tient la fin de la guerre entre ses mains. C'est lui qui va imposer finalement les exigences russes par la victoire militaire. Donc que Trump s'agite, il fait du Trump. Encore une fois, c'est très triste que la défaite de l'OTAN en Ukraine sera la sienne, autant que celle de Macron. Mais c'est de sa faute. Tant pis pour lui, et puis tant mieux pour la Russie. On vous a un peu répondu à la prochaine question. Ce Donald Trump a informé qu'il souhaitait rencontrer Vladimir Poutine le plus vite possible, mais de son côté, Vladimir Poutine n'a pas l'air si pressé que ça. Le problème, c'est que ça aussi, c'est un des traits de la diplomatie occidentale, c'est que c'est pas de la diplomatie. Quand il y a une rencontre entre 2 chefs d'État, c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. On se met déjà d'accord sur le communiqué final de ce qu'on va signer. Sinon, ça sert à rien de se rencontrer. On a eu cet exemple, encore une fois, un anti-exemple donc, de ce qu'il ne faut pas faire. C'est le dernier voyage de Macron en février en Russie, où en fait, il est venu avec... j'ai eu quelques confidences à ce sujet-là. Il n'avait rien à dire. Les Russes sont... alors qu'à ce moment-là, on n'est pas loin de l'opération militaire spéciale. S'il était venu avec quelque chose de sérieux pour faire appliquer les accords de Minsk, etc., ça aurait peut-être complètement changé la donne. Peut-être que l'opération militaire spéciale n'aurait pas eu lieu. Mais au lieu de ça, il est venu juste pour dire j'ai rencontré Poutine et faire un selfie. Et le problème, c'est pareil, quand on voit les numéros qui se passent dans le bureau ovale, quel intérêt diplomatique ça a ? Cette espèce on a deux chefs d'État assis, encerclés par des journalistes qui posent des questions plus ou moins intelligentes. Je pense que Vladimir Poutine n'a pas tellement envie de se prêter à ce genre de jeu qui ne correspondent à rien. Donc Poutine veut de la diplomatie, c'est-à-dire en ce moment je travaille sur
la 4ème République et l'URSS, il y a eu un rapprochement donc à la fin juste avant l'arrivée du général de Gaulle, avec un voyage qui a eu lieu en URSS. Ce voyage, donc je travaille sur des archives, donc on voit la préparation du voyage par la diplomatie française. En gros, on sait de quoi on va parler, on sait plus ou moins où on va. Il y a des tas de discussions. Ce qu'on fait, par exemple, c'est que quand il y a une grosse vente d'armes, on en profite pour faire la signature, mais c'est quelque chose qui a déjà été négocié avant. Donc ce que veut Vladimir Poutine, ok, rencontrons-nous quand on sera tombé d'accord sur l'Ukraine, quand il y aura un traité commercial, quand il y aura se rencontrer pour se rencontrer, se serrer la pince, faire des sourires, avec il y a encore un numéro dans le bureau ovale, ça n'a pour Vladimir Poutine aucun intérêt. Et donc tant qu'il n'y aura rien de concret, il n'y aura pas de rendez-vous. Et évidemment, Trump aimerait bien, il aime bien parler aux gens, il aime bien faire le fier à bras, mais que ce soit avec Xi Jinping ou avec Poutine ou avec Modi, il faut faire de la diplomatie. Voilà, c'est des vieilles nations qui ont une tradition diplomatique, comme avait la France d'ailleurs, hein, et donc on ne fera pas... il faut travailler. Il faut qu'il y ait quelque chose à signer, et là je pense qu'il y aura une rencontre, effectivement. D'accord. Et justement, si un jour ils se rencontrent et qu'un retour, une coopération économique et diplomatique est possible, quelles seraient les conséquences de ce retour ? Je pense que pour l'Europe, pour les États-Unis, ce serait une excellente chose, parce qu'il y a des grosses firmes américaines qui sont encore ici, qui ont, comme des grosses firmes françaises, qui ont accumulé de l'argent qu'elles ne peuvent pas dépenser. Et puis la Russie, c'est un pays, un marché en plein développement, donc il y a énormément de grosses sociétés américaines. Il y a l'exploitation de minerais rares, des terres rares, là, il y en a en Russie. En plus, la Russie, c'est un espace bien plus grand que les États-Unis, donc je lui disais, l'exploitation des terres rares, ça pose des problèmes écologiques, mais quand vous avez des terres rares au milieu de la Sibérie et qu'il n'y a personne qui habite autour, on peut y aller, quoi. Donc il y a des tas il y a la pratique de la route maritime du Nord, qui est un enjeu extrêmement important, puisque ça permet d'éviter le canal de Suez. C'est 15 fois plus... c'est beaucoup plus court. Et surtout, il n'y a pas les outils qui vous tirent dessus. Voilà. Donc il y a cette route qui peut être développée avec les infrastructures en question. Il y a pas mal de choses. Il y a des choses qui fonctionnent déjà. 45% du combustible nucléaire américain, c'est russe. Le titane de l'aéronautique américaine, c'est russe. Donc il y a des tas de choses qui, évidemment, mais d'ailleurs, des confidences que j'ai, l'AmCham, donc qui est la chambre de commerce russo-américaine, ils sont sur les starting blocks. Et l'avantage avec l'Amérique, c'est que contrairement à nous, on n'a pas besoin d'attendre 6 mois pour que les sanctions soient pas renouvelées. C'est-à-dire, sur un claquement de doigts, toutes les sociétés américaines peuvent revenir, et là, ils vont tout prendre. Et nous, on va se faire avoir, nous les Européens, je veux dire, on va se faire avoir sur ce marché gigantesque. Et donc c'est, je pense s'il y a un retour, ce sera surtout au niveau business. Et je pense qu'on n'en est pas loin. Puis il y aura de nouveau des vols directs. Il y aura donc ce sera vraiment le signal. C'est pas impossible. Si Trump avait mieux géré l'affaire ukrainienne, on y serait déjà, en fait. On y serait déjà. Mais dans cette situation, l'UE, dans cette situation, qu'est-ce que... La question, c'est que pour les Américains, l'idéal pour eux, c'est que eux se réconcilient avec la Russie, mais que l'UE reste hostile à la Russie. Si l'UE se réconcilie, c'est la fin des sanctions, c'est la réouverture des gazoducs. Je rappelle qu'il y a sur les 2 Nord Stream, c'est 4 tuyaux, en fait, 2 tuyaux par an. Il y en a un qui fonctionne, qui peut être ouvert dès demain. Donc ça veut dire de nouveau de l'énergie pas chère pour l'Allemagne, donc ça veut dire de nouveau une industrie allemande compétitive, donc de nouveau un concurrent vis-à-vis des États-Unis. Donc ça, évidemment, Trump n'en a pas envie. Ça pourrait d'ailleurs même quelque chose qu'il négocie avec Poutine, en disant... on disait d'ailleurs que les Américains pourraient très bien racheter le consortium de Nord Stream. Et finalement, ils contrôlaient le tuyau. Les Européens achèteraient du gaz russe, mais à un prix qui ne sera pas comment dirais-je, bon marché, contrairement, et ceux qui gagnent de l'argent, c'est le consortium américain qui contrôle Nord Stream. Tout devient possible. De toute manière, les dirigeants européens se tirent des balles dans le genou et dans le pied depuis 2014.
Donc, mais les Russes, ils s'en moquent. Ils disent, bah, ok, on va vendre notre gaz, on va le vendre aux États-Unis. Donc finalement, l'Allemagne n'achètera pas du gaz bon marché russe, il achètera du gaz américain, c'est-à-dire que les Américains achètent aux Russes à un prix, au prix du gaz de schiste qui traverse l'Atlantique. Tout le monde sera content, sauf évidemment les industriels allemands, européens, parce que ça augmentera, ça ne rendra pas notre compétitivité. Donc si jamais ils se mettent d'accord, ils peuvent très bien se mettre d'accord et on va la voir. On va bien la sentir passer, ça c'est clair. Et vous avez évoqué les entreprises américaines qui étaient quand même restées implantées à Moscou et en Russie d'ailleurs. Mais pour celles qui sont parties bruyamment en 2022, quelle serait la réaction des Russes s'ils revenaient Alors, ça va être... On a l'avantage, c'est que Poutine est un juriste, donc il y a, par exemple, l'exemple le plus connu, c'est Renault. Renault est parti pour un copec, mais avec un droit de retour dans 6 ans, c'est-à-dire dans 3 ans maintenant. Donc, si jamais on a, avec compensation des investissements qui ont été faits, etc., etc. Renault était le premier producteur de voitures en Russie, tout compris. Donc c'était un fleuron. La Société Générale était la première banque étrangère de Russie. Enfin, on était numéro 1. Ça a tous été mes clients en plus. Donc la plupart de mes clients sont tous partis. Mais donc il y a un droit de retour pour Renault. Il faut voir après au cas par cas. Donc des entreprises américaines qui sont parties, et si ce droit de retour sera appliqué. Ça sera à la discrétion du gouvernement russe. Comme, encore une fois, Vladimir Poutine est plutôt un juriste, je pense qu'il jouera l'application du droit de retour, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise chose, sachant que là, si vous regardez un peu le parc automobile, il s'est sinisé brutalement. On voit beaucoup moins de Renault, surtout on ne voit pas de nouveaux modèles Renault. Donc c'est pas impossible. C'est pas impossible quand même, mais ce sera vraiment au cas par cas. Et puis, je pense que la Russie exigera des déposits en cas de nouveau de sanctions. Mais ce qui est clair, c'est que la fin des sanctions, de toutes les sanctions, fait partie des exigences russes pour la fin du conflit. Il y a des exigences qui s'imposent à l'Ukraine, la reconnaissance des 5 territoires, la dénazification, la démilitarisation, et vis-à-vis d'Orban, la fin de toutes les sanctions, c'est-à-dire toutes depuis 2013, la première sanction c'est 2013 avec l'affaire Snowden, et donc de toutes les sanctions depuis 2013. Et c'est aussi pour ça que les Russes ont mis la barre très haut, délibérément. Eh bien, écoutez, Monsieur Moreau, merci pour vos réponses. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.